Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui accompagne les mères à trouver un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et justement, ça tombe bien car aujourd'hui, nous allons parler de ce choix. Car oui, nous avons le choix. Et ne pas prendre de décision, finalement, c'est aussi faire un choix. Bien sûr, vous penserez immédiatement choix de carrière, choix professionnel, mais derrière ces choix, il y a aussi et surtout ce que ces derniers signifient pour nos enfants. Mon invitée aujourd'hui a un parcours hors du commun. Elle a travaillé dans le juridique, dans l'aéronautique. Elle est devenue professeure des écoles pour être plus proche de ses filles. Mais après quelques temps, elle a décidé de faire le choix d'être entrepreneuse pour suivre ses passions. Alors pourquoi? Parce qu'elle voulait montrer à ses enfants qu'il est possible de vivre une vie qui nous correspond. Mais alors, comment tracer sa route tout en inspirant ses enfants à croire en leurs rêves? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble avec Priscilla. Bonjour Priscilla, quel plaisir de faire cet épisode avec toi. Bonjour Nathalie, merci pour cette belle présentation et pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux justement te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bien sûr, donc moi je m'appelle Priscilla. J'aime à dire que je suis une curieuse de la vie parce que je suis un petit peu passionnée partout, tout le temps et un peu, voilà, de manière assez spontanée. Comme tu l'as expliqué, j'ai un parcours assez atypique. Donc aujourd'hui, je suis à mon compte dans la communication digitale et la production de podcasts. Et c'est ce qui, on va dire, enrichit mon quotidien professionnel. Et à côté de ça, je suis aussi maman, je vis en couple. J'aime beaucoup le sport, la lecture et tout ce qui touche à la culture. Bon, une superbe présentation. Justement, tu es maman. Combien d'enfants? Donc, tu en as deux, mais surtout, depuis quand les as-tu? Ma première fille est née en 2015 et ma deuxième en 2016. Donc elles ont aujourd'hui 9 ans et demi et 8 ans. D'accord, oui, effectivement, ça fait déjà quelques années que tu es Oui. maman. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Oui, et ben en fait, j'ai tout simplement vu un de tes posts LinkedIn sur lequel tu recherchais des nouveaux invités pour ton podcast. Et en fait, c'est comme ça aussi que j'ai découvert ton podcast. Et moi, j'ai été absolument attirée par son nom. Ça a fait tout de suite écho pour moi. Donc, je me suis dit, il faut que je me propose. Effectivement, c'est la magie des réseaux sociaux. Rencontrer des personnes qu'on n'aurait finalement peut-être jamais croisées dans la vie réelle. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel sur les réseaux. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? J'ai beaucoup hésité pour cette question, comme je te disais. Je pense que je vais choisir Joséphine Baker parce que c'est une femme qui a eu un gros impact au niveau de la défense des causes des personnes noires, notamment pendant la ségrégation. Et en Hmm. fait, c'était une artiste. Et je trouve ça hyper intéressant que l'art, justement, ait pu se mêler à la politique parce qu'aujourd'hui, on aime bien séparer les deux, mais finalement, moi, j'ai envie de croire et je sais que toute action est politique, aussi minime soit-elle. Et en fait, c'est vraiment pour ça que aujourd'hui, j'ai plutôt envie de parler de cette femme-là. Exactement, c'est vrai que tu as totalement raison et mon mari me le dit toujours.
par rapport à l'activité que j'ai. Il me dit, mais en fait, tu fais de la politique et je n'arrête pas de lui dire, mais non, mais pas du tout, mais en fait, c'est tout à Aussi. fait ça. Ouais. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Après un parcours déjà atypique, puisque tu as changé plusieurs fois en fait de métier, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir professeur des écoles? Et puis, finalement, pourquoi tu ne t'y retrouvais pas? Donc moi, quand je suis devenue professeure des écoles, ça faisait pas longtemps que ma deuxième fille était née et j'étais vraiment en recherche de stabilité, stabilité financière, stabilité professionnelle. Et donc, je cherchais un contrat aussi à long terme. Je voulais plus avoir de CDD. Je voulais vraiment avoir, voilà, quelque chose dans lequel je puisse me projeter. Et de manière, on va dire, assez hasardeuse, je suis tombée sur le concours de professeur des écoles parce que dans la région dans laquelle je suis, on est en déficit. Donc, en fait, il ouvre deux fois. Normalement, il ouvre en septembre-octobre et moi, c'est en février. Et je crois que c'était la veille ou l'avant-veille de la fermeture de ces inscriptions-là, je tombe là-dessus sur Facebook. Et donc, je me dis, bah, quoi de plus pérenne qu'être fonctionnaire, en fait. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce métier-là. En plus, j'ai été vérifier si je répondais aux conditions par rapport au diplôme, etc. Et c'était bon. Donc, je me suis dit, bah, écoute, inscris-toi et advienne que pourra. Tu verras si ça te plaît. Déjà, passe le concours. Et si tu le réussis, bah, tu auras au moins, voilà, un an de test pendant le stage pour savoir si oui ou non tu veux y rester et si c'est quelque chose dans lequel tu pourrais faire carrière ou en tout cas, au moins y rester quelques années. En plus, pour moi, le métier de professeur des écoles, c'était un métier dans lequel je me voyais pas du tout. D'une part, je voulais pas être fonctionnaire parce que mes parents sont fonctionnaires, et d'autre part parce que je trouve que le métier de professeur des écoles, c'est un métier qui est beaucoup dans l'humain et qui a beaucoup à transmettre. Et moi, pendant longtemps, j'ai longtemps cru que j'avais rien à transmettre. Donc, je me disais que je pourrais pas faire ce type de profession-là parce que tu donnes vraiment un bout de ta personne à des petits humains en construction. Donc, pour moi, l'impact, il était vraiment trop grand. La responsabilité aussi. Donc, je me voyais pas du tout dans ce type de métier. Et finalement, vraiment, le métier, j'ai vraiment adoré. Moi, ce qui m'a fait partir, c'est pas du tout le métier en lui-même, c'est le système. C'est-à-dire que quand tu appartiens à la fonction publique, tu dois demander des autorisations pour tout. On te bouge un petit peu comme un pion d'année en année. T'as pas l'impression en fait d'avoir la main sur ta vie finalement, ta vie professionnelle qui va forcément découler sur ta vie personnelle. Et donc c'est un petit peu difficile justement de se projeter, de ne serait-ce que programmer quoi que ce soit. Tu dépends de toutes les vacances scolaires. Tu peux rien demander en dehors. Moi, tu vois, je faisais une formation en langue des signes par exemple. Bah, j'ai été bloquée. Je pouvais plus monter en compétences parce que les horaires n'étaient plus compatibles avec les horaires d'école et j'ai eu aucune solution pour ça. En fait, j'ai demandé à me former via l'éducation nationale. On m'a dit non. J'ai pas pu utiliser mon CPF parce que quand tu es dans le public, c'est compliqué. C'est pas comme quand tu es Oui. dans le privé. Et à la fois, bah, je pouvais pas non plus prendre des jours ou des heures pour me former bah, parce qu'on doit tout faire sur nos vacances scolaires. On n'a pas du tout le droit d'utiliser le temps de travail et dédié qu'au travail. Donc, je me suis vite retrouvée bloquée et comme ça, j'ai demandé deux, trois choses. À chaque fois, c'était des refus et en fait, très vite, je me suis dit, je vais pas pouvoir m'épanouir, il faut que je parte. Je comprends tout à fait. On avait reçu l'année dernière justement une maman qui est partie aussi de la fonction publique et notamment elle était professeure des écoles, un petit peu comme toi, et elle ne s'y retrouvait plus parce que elle passait beaucoup de temps à préparer ses cours, beaucoup de temps finalement physiquement dans l'école. Elle rentrait tard, elle voyait pas ses loulous et finalement ça lui pesait énormément. Donc elle s'est reconvertie pour devenir community manager. Donc je Mm. comprends Ouais. d'autant plus parce qu'on a déjà eu ce type d'histoire et c'est vrai que on est quelque part pieds et poings liés lorsqu'on travaille dans la fonction publique. Quelque part, on appartient à l'État. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça, parce que du coup, on a aussi des devoirs, on n'a pas le droit de dire certaines choses. De plus en plus, on voit, bah, par exemple, des professeurs des écoles ou des gens de la fonction publique qui ont des réseaux sociaux. Bah, de plus en plus, on leur demande, par exemple, de plus y être, de les fermer. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose de, on représente l'État et donc, bah, il faut être à l'image que l'État veut qu'on mette en avant. Et après, c'est intéressant ce que tu disais. Moi aussi, j'ai eu une grosse culpabilité du fait d'être professeur des écoles, parce que sur le papier, tu te dis, bah, il n'y a pas beaucoup d'heures, je pourrais être disponible pour mes enfants. Et dans les faits, c'est pas du tout le cas. Et moi, en fait, j'avais une grosse culpabilité que de laisser mes enfants à moi à l'école, à la garderie, pour aller m'occuper de ceux des autres. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose au-dessus duquel je suis pas passée. Pourtant, j'ai des collègues qui ont des enfants et qui le vivaient très bien. Et moi, c'est quelque chose bah, qui m'a vraiment tenue comme ça pendant tout le long de mon parcours de prof des écoles. C'est quelque chose, j'arrivais pas du tout à m'en détacher. Ouais, je comprends tout à fait. Effectivement, c'est un peu ce qu'elle a ressenti aussi de la culpabilité de se dire, ben en fait, je vois pas mes enfants, je m'occupe de ceux des autres et finalement les miens, je peux pas en fait m'en occuper. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait réaliser finalement que cette voie ne te convenait plus et que tu voulais pas y faire carrière ad vitam aeternam?
Alors déjà, moi, quand je suis rentrée en tant que professeur des écoles, je savais que je n'allais pas y faire carrière ad vitam aeternam, parce que moi, ça m'angoisse plus qu'autre chose que de me dire je vais rester 50 ans sur le même métier, etc. Et en fait, par contre, l'élément déclencheur, bah, je pense comme beaucoup de monde, ça a été le Covid, parce que bah, pendant le Covid, comme moi, ma santé me permettait pas d'être en classe, bah, j'étais chez moi et je me suis demandé, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner? Parce que le fait d'être à la maison, bah, quand on était tous confinés, voilà. Mais quand la vie a repris, bah, là, justement, j'ai eu du temps disponible pour moi déjà et aussi pour mes enfants. Et je me suis dit que c'était quand même vachement confortable. Et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir au fait de partir de l'éducation nationale. Et après, la question, c'était de me dire faire quoi. Donc, moi, j'ai longtemps voulu me lancer à mon compte parce que bah, pendant que je faisais mes études de droit, j'étais aussi photographe freelance à côté. C'était mon job étudiant. C'est là que j'ai découvert l'indépendance et je me suis dit, bah, un jour, j'aimerais y retourner. Et donc là, je me disais, bah, est-ce que ce serait pas le bon moment? Pour moi, ça ne l'était pas. Mais mon conjoint m'a dit, en fait, il y aura jamais de bon moment. Donc, bah, lance-toi, tente. Et puis, on verra bah, si ça prend, ça prend. Et si ça prend pas, bah, tu feras autre chose. Effectivement, donc c'est à ce moment-là que tu as préparé ta reconversion et que tu t'es Mm. lancé dans un domaine d'activité qui te passionnait en réalité. Ouais, exactement. Bon, en préparant cet épisode, tu me précisais que tes filles te voyaient à ce moment-là, donc au moment où tu as fait ta reconversion et que tu as commencé à être freelance, hein, finalement, elles te voyaient un peu comme une mère au foyer parce que tu voulais absolument pas travailler devant elles. Donc, tu travaillais pendant qu'elles étaient à l'école et elles pensaient que tu étais tranquillement dans ton canapé ou que tu faisais, voilà, un peu de ménage, de repassage, etc. Mais que finalement, tu avais toute la journée pour t'organiser comme tu le voulais. Comment tu as vécu cette perception et finalement, comment tu leur as expliqué que non, tu avais une activité d'entrepreneuse même si tu travaillais à domicile et comment tu as changé pour que finalement elles se rendent compte que tu avais aussi un travail et que tu n'étais pas que mère au foyer. Bah en fait, moi, quand j'étais justement prof des écoles, je travaillais beaucoup et elle me l'avait reproché. Donc, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit que je voulais plus du tout travailler devant elle. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, elles m'ont dit ça, mais ça faisait au moins 1 an et demi que j'étais freelance. Donc, vraiment, pendant 1 an et demi, elles m'ont dit, ben, nous, on pensait que tu restais à la maison, que tu allais faire du sport, que tu voyais tes copines. Enfin, vraiment, que j'étais en vacances, quoi, que c'était la belle vie. Et donc, à partir du moment où elles m'ont dit ça, je leur ai expliqué qu'effectivement, il y a des mamans au foyer, mais que moi, c'est pas mon cas, que j'ai une activité. Je leur ai expliqué quelle était mon activité. Et du coup, je me suis aussi dit que ça y est, elles étaient prêtes pour que je travaille aussi devant elles. Donc moi, je me suis moins restreinte, c'est-à-dire que je me disais pas, bah, puisqu'elles sont là, je travaille pas. Il y a des fois où elles étaient là, bah, je travaillais devant elles. Voilà, elles voyaient que j'étais en activité. En fait, c'est comme ça qu'elles se sont rendues compte et qu'elles se sont aussi intéressées à ce que je faisais en me demandant bah, quelle était mon activité, comment je faisais pour avoir de l'argent. Bah, si je suis à mon compte et que j'ai une entreprise, pourquoi j'ai pas une devanture bah, comme les magasins qu'il y a autour de chez nous? Pourquoi bah, j'ai pas des vrais bureaux? Pourquoi je travaille de la maison? Enfin voilà, du coup, ça a déclenché tout plein de questions hyper intéressantes. Et donc, ça a vraiment permis aussi de parler de ce sujet-là. Et alors, j'ai une petite question. Est-ce que justement tes filles ont parfois des manières d'être avec d'autres personnes qui peuvent paraître un petit peu déroutantes? Je t'explique. Moi, j'avais ma fille aînée. Alors à l'époque, elle était beaucoup plus jeune. Et comme mon mari et moi, ça fait très longtemps qu'on travaille à domicile. Une fois, elle est invitée un mercredi après-midi chez une copine à elle. La maman ne travaille pas le mercredi après-midi. Et ma fille, en arrivant, demande est-ce que le papa est là pour pouvoir lui dire bonjour. Et donc la maman lui dit le papa travaille. Mais sans lui dire il est pas là, elle lui dit juste le papa travaille. Et en fait, ma fille commence à aller dans toutes les pièces de la maison, une par une. Après coup, la maman m'a dit le soir, j'ai pas percuté tout de suite, mais en fait, ta fille cherchait où est-ce que mon mari était pour pouvoir lui dire bonjour. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'elle rentrait dans toutes les pièces, qu'elle ressortait, j'ai fini par capter. Je lui dis non, mais en fait, ici, dans cette maison, c'est pas comme chez toi. Quand les parents travaillent, ils ne sont pas à domicile. Est-ce que tu as eu des anecdotes comme ça, on va dire hors norme, parce que finalement, pour les autres, ça paraît ou ça peut paraître bizarre. Bah, mes filles, en fait, comme moi j'ai eu plusieurs métiers, bah, pour elles, c'est normal d'avoir plusieurs métiers. Donc, quand quelqu'un lui dit, bah, moi je fais ça, en fait, elle demande, et avant, t'as fait quoi? Et après, tu vas faire quoi? Et alors que, bah, il y a des gens, ils font la même chose toute leur vie. Donc, j'essaye de leur expliquer ça. Et pareil, quand elles demandent à certaines personnes, mais du coup, t'aimes bien travailler? Et que les gens vont leur dire non, pas spécialement, ou voilà, c'est juste parce qu'il faut bien travailler, le train de vie, etc. C'est des choses qu'elles comprennent pas. Parce que du coup, c'est pas des choses qu'elles entendent chez nous. Parce que mon conjoint, lui, il est salarié, mais il est aussi passionné par ce qu'il fait. Donc, on est quand même deux personnes qui
qui travaillons et qui aimons bien travailler. Donc, c'est vrai que pour elles, c'est un peu la norme et elles se rendent compte en posant des questions à d'autres que c'est pas le cas partout. C'est vrai que ça aussi, ça arrive effectivement souvent. Bon, merci pour ce partage. Alors, quand justement tu t'es lancé dans ton activité d'indépendante et surtout dans ta passion, tu nous disais que c'est ton mari hein, qui t'a poussé un petit peu parce que toi, tu avais un peu des réticences. Quels ont été les plus grands défis que tu as eu à relever pour justement réussir à concilier un peu tous les aspects de ta vie professionnelle, familiale, etc. Et comment tu as réussi à surmonter tes moments de doute? Pour moi, ce qui était difficile au début, c'était d'avoir beaucoup de temps. Parce qu'en fait, quand on se lance, en vrai, on n'a pas de clients. Donc, on a une entreprise, on n'a pas de clients. Donc, en fait, on a énormément de temps. Et ça, pour moi, c'était un peu difficile à gérer parce que justement, j'avais un peu cette impression de ne rien faire. On est vraiment conditionné depuis petit à faire des choses. On va à l'école. Après, bah voilà, on peut travailler pendant ses études, des choses comme ça. Moi, j'ai toujours travaillé. Donc là, je me suis retrouvée face à ce vide et je me suis dit, bah, comment je vais le combler? Donc ça, c'était un petit peu difficile. Et ce qui était difficile aussi, c'était le regard des autres. Parce que quand tu dis que tu te lances, on va toujours te demander, bah, alors ça fonctionne, bah je sais pas, je me suis lancée le mois dernier, j'ai pas encore de retour là, je peux pas te dire. Donc ça c'était un petit peu difficile. Et après du coup ce qui s'est passé c'est que au niveau de bah, concilier les deux, ce qui était difficile c'était de me dire bah là en fait je suis vraiment à mon compte, je suis pas justement maman au foyer donc j'ai le droit de prendre du temps pour mon entreprise. Et ça en fait ça a été le plus difficile pour moi parce qu'au moment où je me suis lancée, ma priorité c'était vraiment de m'occuper de ma famille et de mes enfants. Ce qui était difficile du coup c'était de m'accorder ce temps à moi et de me dire que j'étais aussi légitime de le prendre. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille de chez soi, déjà, il faut réussir en fait à scinder les moments où on travaille et les moments où on est avec notre famille, où on s'occupe de notre maison, etc. C'est pas forcément toujours évident parce qu'on va se dire, ah ben tiens, je pourrais aller ranger la chambre, il y a la vaisselle qui traîne, il y a la panière à plier, etc. Et donc il faut une certaine organisation finalement pour se dire, non, là je suis à mon bureau, donc c'est mes tâches professionnelles et vice-versa. Lorsque Mm. les enfants sont là, se dire, bon, là maintenant c'est fini, tant pis, ça attendra demain, parce qu'on a toujours 3 milliards de choses à faire et on pourrait Ouais. travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si on ne met pas en place, on va dire, ces rituels. Et c'est vrai que souvent, comme on est chez soi, c'est difficile pour certaines personnes de scinder les moments où elles travaillent et les moments, en fait, où elles sont en famille. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un vrai défi, justement. Et après, moi, où j'ai eu de la chance, c'est que le Covid était passé par là. Donc, le télétravail, c'était quelque chose de démocratisé. Donc, on comprenait que c'est pas parce que tu es chez toi que tu t'occupes de ta maison, mais que tu peux avoir une activité. Je pense qu'avant, ça devait être plus compliqué de faire comprendre ça, notamment pour des personnes qui n'ont jamais expérimenté le télétravail. Et je sais qu'au tout début, pareil, les filles ou même mon conjoint, quand ils me disaient, bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je disais, bah, j'ai travaillé. Et je sais pas, ils allaient me poser une question. Par exemple, les filles, est-ce que tu as pu faire des goûters? Bah, non, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire des goûters. Moi, je travaille. Donc voilà, mais vu qu'elle pensait que j'étais mère au foyer, du coup, maintenant, je me dis que ça fait sens, leur question. Mais sur le Bah coup, oui, je me c'est disais, clair. mais pas du tout. Donc voilà. C'est vrai qu'effectivement, après coup, on se rend compte qu'elle Ouais. n'avait pas du tout la même vision que ce que toi tu vivais. En tout cas, merci pour ce partage. Quels seraient, toi, les conseils que tu donnerais aux mamans qui rêvent de changer de voie, mais qui n'osent pas? Je leur dirais d'oser, justement. C'est facile de le dire comme ça, et je pense que pour se rassurer, on peut aussi aller parler avec des personnes qui l'ont fait avant nous. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure des leçons, parce qu'on peut parler à des personnes qui ont des expériences totalement différentes, des métiers complètement différents, des personnes qui vont être, par exemple, indépendantes en micro-entreprise, des personnes qui vont être indépendantes en société, d'autres qui vont être en portage salarial, parce que, bah voilà, il y a aussi des choses qui permettent de se lancer, mais un peu, si on a un petit peu peur des risques et de ce que ça entraîne. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui, donc vraiment, essayer de se renseigner sur tout ça et surtout échanger vraiment avec des personnes qui l'ont fait avant. Et je pense que le deuxième conseil, c'est de ne pas se dire qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que si on a envie de faire quelque chose, bah peut-être qu'on n'a pas les compétences tout de suite, bah d'accord, mais est-ce que je peux les acquérir d'une manière ou d'une autre? Si oui, bah très bien, comment? Sinon, est-ce que j'ai pas quelque chose qui me permettrait de faire étape avant d'arriver là où je veux vraiment y être? Et c'est ça qui est, je pense, difficile parce que parfois on veut se lancer à son compte, mais on sait pas pourquoi faire. Et on a l'impression que, surtout pour des personnes qui sont restées très longtemps en poste, moi c'est pas mon cas, tu vois, j'ai changé tous les 3, 4, 5 ans max. Mais les personnes qui sont restées peut-être 15 ans, 20 ans sur un seul poste, elles ont aussi cette pensée de se dire je ne sais faire que ça. Je sais que chez les profs des écoles, ça se vérifie beaucoup. Ils se disent bah je ne sais faire que ça. Mais en fait, rien que le métier de prof des écoles, en vrai, ça te développe plein de compétences diverses en compta, en organisation, en relation, en tout ce que tu veux. Et je pense que pour tous les métiers, c'est la même chose. Ne pas s'arrêter juste aux tâches effectives qu'on fait au quotidien, mais regarder tout ce que ça nous a apporté et comment on pourrait le transformer en autre chose.
Ouais, 100% d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, on se dit, ah, je ne sais pas faire, alors qu'on développe énormément de soft skills qui peuvent être réutilisés. Et même dans des tâches purement opérationnelles, il y a des choses qu'on développe, qu'on est capable de réutiliser dans d'autres domaines d'activité. En tout cas, merci pour ces conseils. Pour finir ce magnifique interview, est-ce que tu peux nous partager un de tes plus beaux accomplissements depuis cette reconversion en lien avec le sujet du jour? Si c'est par rapport justement à cette vision que j'ai envie de donner à mes enfants, qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, pour moi, un des plus beaux accomplissements, c'est les entendre dire les métiers qu'elles veulent faire, mais qui n'ont rien à voir. Par exemple, ma grande, elle me dit, bah moi, je veux être scientifique et vétérinaire. Ma deuxième, elle me dit, je veux être aventurière et je sais pas quoi. Puis le lendemain, elles vont arriver, elles vont dire, bah finalement, je veux bien être auteure et écrivaine aussi, parce que là, je suis en train d'écrire un livre. Et en fait, bah pour moi, c'est un bel accomplissement, parce que elles sont petites et je pense que petits, on a tous, voilà, nos rêves de grands, mais de se dire que c'est possible, parce que souvent, on a ces rêves-là, mais quand on grandit, on se dit, mais c'est pas possible, je pourrais pas le faire, ou ah, on peut pas faire plusieurs métiers en même temps, etc. Et là, aujourd'hui, elles grandissent avec cette idée de se dire que, bah, si, en fait, si elles veulent, elles pourront les faire cohabiter. On verra comment en temps voulu, mais en tout cas, c'est possible. Et pour moi, ça, c'est vraiment un bel accomplissement. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ce dernier partage qui est un très bel accomplissement parce que finalement, on construit en tant que maman ou en tant que papa notre futur, hein. Nos enfants sont le futur et leur montrer que tout est possible est vraiment magnifique, je trouve. Donc, merci pour ce beau témoignage. Tu nous as montré qu'il est possible de sortir des sentiers battus et de réussir tout en restant aligné avec ses valeurs et ses envies. Aux mamans qui nous écoutent, j'espère que cet épisode vous aura donné le courage de croire en vos rêves et d'oser vous choisir pour vous, mais également justement pour montrer à vos enfants qu'ils peuvent eux aussi suivre leurs rêves et réussir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une de vos amies qui en aurait besoin. Vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.